Donc pour la partie élevage, comme on l'a dit, qui va être plus centrée sur le gaz de méthane, on va avoir deux pratiques qui vont être extrêmement liées. Substituer les glucides par des lipides insaturés dans les rations destinées aux vaches ou à d'autres ruminants, et l'ajout de nitrate NO3-, une fois encore dans les rations, ici pour les ruminants également. Pour le potentiel d'atténuation, on remarque que c'est assez étalé. Par exemple, pour les vaches laitières, on est à 200 kg équivalent carbone. Pour les vaches allaitantes, c'est pareil. Et pour les autres espèces ou les animaux plus jeunes, c'est une centaine. Pour une assiette maximum qui, elle, est plus étendue, 6 millions environ d'animaux pouvant être soumis à ce type de pratique. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment va fonctionner cette pratique. Pour ça, on a un schéma du rumen, puisque tout se passe dans le rumen. On observe plusieurs choses. Tout d'abord, la production de méthane, la méthanogénèse, va se passer de cette façon. Les protozoaires et la flore cellulosique vont influencer cette production de méthanogène. Les glucides, eux, vont stimuler les protozoaires et la flore cellulosique, ce qui va donc augmenter la production de méthane. Le fait d'introduire des lipides dans les rations, ça va inhiber les protozoaires et la flore cellulosique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans un rumen de vache, il y a production d'hydrogène, qui est un précurseur de la production de méthane. Et donc le fait de remplacer des glucides par des lipides va avoir un effet inhibiteur sur certains micro-organismes producteurs d'hydrogène. Donc, grâce à ce remplacement de glucides par des lipides, on va avoir au final moins d'émissions de méthane par l'animal. Et puis à l'inverse, la deuxième mesure, l'ajout de nitrate dans les rations, donc cet anion, va avoir pour effet dans le rumen d'utiliser une partie de cet hydrogène pour produire de l'ammoniac et du coup moins de méthane. Mais le nitrate qu'on va ajouter à la ration, c'est des nitrates industriels, contrairement aux lipides qui, eux, peuvent être trouvés naturellement. Oui, oui. Et est-ce que cet ajout de nitrate va pas être un peu contre-productif, étant donné qu'il faut à nouveau fabriquer quelque chose dans le même style que les engrais azotés qui vont polluer énormément? Cette mesure liée à cet additif nitrate, bon, elle est efficace. Il n'y a pas d'effet négatif connu sur les animaux. Il y a des recherches en cours pour s'en assurer. Mais effectivement, produire cet additif, ça a un coût. Et donc, c'est une mesure qui, au final, apparaît pas si intéressante que ça, parce que, contrairement aux mesures dont on a parlé avant, celle-là, elle coûte, puisqu'il faut que l'agriculteur achète cet additif. Ensuite, la pratique qui va être un peu comparable aux deux premières, c'est réduire la teneur en MAT, donc la teneur en azote dans les rations. Oui. Donc pour réduire cette teneur en MAT, par exemple pour les vaches laitières, c'est en période hivernale, on l'a réduit de 14% pour toutes les vaches nourries en maïs sans silage. Donc cette fois, il n'est pas question de changer à proprement l'alimentation, mais réduire sa teneur en azote. Ça représente donc cette teneur en MAT 241 kg équivalent carbone par animal et par an d'atténué, pour une assiette maximum qui va être de 1,9 million d'animaux qui peut être soumis à cette pratique. Alors à la base de cette mesure, il y a le constat que dans un certain nombre d'élevages, les teneurs en azote, en protéines, dans les rations alimentaires sont plus élevées que ce qui serait nécessaire. C'est un petit peu comme la fertilisation azotée tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a un petit peu trop d'azote dans les rations. Et du coup, cet azote, l'animal va le rejeter et ça va donner des émissions de N2O à l'aval. La mesure mieux ajuster les apports d'azote dans les rations des ruminants, c'est une mesure qui ne concerne pas tous les ruminants, parce qu'il y en a où l'apport d'azote est déjà bien ajusté, donc il n'y a pas de marge de progrès, mais quand même, il y a près de 2 millions d'animaux, 1,9 million pour être précis, pour lesquels on pourrait, sans
perdre au niveau des performances zootechniques, réduire, revoir à la baisse la teneur en azote dans les rations. Donc effectivement, c'est une mesure intéressante de par l'importance de son assiette. Donc pour les deux dernières pratiques de l'élevage, on a l'utilisation d'acides aminés industriels à la place de tourteaux de soja, colza ou pois dans les rations dédiées au porc. Donc en première option, soit une alimentation en biphase ou en deuxième option, une alimentation en multiphase. Donc le fait d'utiliser des acides aminés, ça va servir à quoi? Le fait d'utiliser des acides aminés à la place de ce tourteau de soja, de colza ou quoi, ça va réduire la teneur de 20 à 12% de protéines et ça peut permettre d'atténuer de 67% les émissions de NH3 lors du stockage du lisier, donc ce qui est assez conséquent. On le regarde en total équivalent carbone, ça représente 582 pour l'alimentation en biphase et 755 pour l'alimentation en multiphase, avec des assiettes maximum qui sont identiques. 951 000 animaux susceptibles d'être soumis à ces pratiques. Quel est le type d'alimentation à favoriser pour mettre en place cette pratique? Oui, donc là, on est dans des mesures assez techniques, hein. On se rapproche de ce qu'on pourrait appeler de l'élevage de précision. Et donc là, l'idée, c'est, grâce à l'utilisation d'acides aminés de synthèse, de vraiment ajuster au mieux l'apport d'azote dans les rations au fur et à mesure de la croissance de l'animal. Et donc, de ce point de vue, le multiphase est mieux que le biphase, puisque le multiphase, on va décomposer la vie de l'animal en plusieurs phases, et pendant chacune de ces phases, on va vraiment ajuster, grâce à ces acides aminés de synthèse, l'apport d'azote aux stricts besoins physiologiques de l'animal. Et donc, on va beaucoup réduire les quantités d'azote rejetées dans les effluents, et du coup, toutes les pertes d'azote, émissions, volatilisation à l'aval, qui va être réduit. Donc par la suite, comme pour la partie des cultures, on va avoir un graphique qui va nous représenter tout ce que représentent les pratiques à l'échelle nationale. Donc par exemple, substituer des glucides par les lipides insaturés dans les rations, ça va représenter 1,3 million de tonnes de carbone atténuées chaque année. Ensuite, en second, on va observer l'ajout de nitrate dans les rations qui, lui, est aux alentours de 9,5 millions de tonnes de carbone atténuées. Est-ce que ces valeurs comparées à ce qu'il est possible d'atténuer au niveau des cultures, est-ce que ce sont des valeurs qui sont encourageantes ou au contraire un peu décevantes par rapport à ce qu'on imaginait? Ben, on voit que c'est des chiffres importants, ce n'est pas négligeable. On est en des valeurs un peu inférieures à ce qu'on avait côté culture. Et encore une fois, c'est lié au pouvoir de réchauffement du N2O qui fait que dès qu'on économise de l'azote en production végétale, ça représente beaucoup en CO2 équivalent. Là, on est plutôt sur les émissions de méthane. Le pouvoir de réchauffement du méthane, il est 25 fois celui du CO2, donc c'est important, mais c'est moins important que celui du N2O. Bon, mais voilà, la France est aussi un grand pays d'élevage, donc les effectifs animaux, ruminants, porcins sont aussi importants, donc il y a aussi des leviers non négligeables du côté élevage. Parce que là, quand on regarde, par exemple, le fait de réduire la teneur en MAT, ça représente environ 400 000 tonnes de carbone économisées chaque année. C'est quand même une valeur qui n'est pas très encourageante, qui est nécessaire de prendre en compte et il est nécessaire d'encourager cette pratique. Mais même comparé juste au fait de l'utilisation d'acides aminés industriels pour les porcs, par exemple, qui elle atteint 700 000 tonnes de carbone par an, réduire la teneur en MAT, par exemple, elle est quand même moins encourageante que les autres. Oui, alors c'est aussi
dû au fait qu'il y a des progrès en la matière qui ont déjà été faits par les éleveurs. C'est-à-dire qu'ils ont déjà progressé dans ce qu'on appelle l'alimentation rationnelle des animaux, le calcul des rations, l'ajustement des apports d'azote. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore du progrès à faire, mais la marge n'est pas si importante que ça, parce qu'il y a déjà des progrès qui ont été faits dans le passé. Donc ensuite, quand on va regarder le coût que va représenter la mise en place de ces pratiques, on n'est pas du tout comme au niveau des cultures. Directement, on voit que ça a des coûts relativement importants. Par exemple, le fait de substituer des glucides par des lipides, pour la vache laitière, ça va avoir un coût de 109 € par animal. Donc, on a un élevage de 80 vaches laitières, ça nous fait un coût de 8 000 €. Oui, parce que produire les graines riches en lipides qui peuvent être utilisées en remplacement des glucides, donc ça va être par exemple des graines de lin, etc., ben c'est relativement coûteux et ça coûte plus cher de produire ces aliments riches en lipides que les aliments riches en glucides qu'on remplace. Et c'est ce qui explique ce coût, qui est effectivement non négligeable. Pour l'ajout de nitrate, il y a aussi un coût. Il est moins important, mais c'est ce qu'on a évoqué auparavant. La synthèse industrielle de cette molécule a un coût, et donc c'est un coût pour l'éleveur qui doit l'acheter. Alors là où c'est quand même un petit peu étonnant, c'est que moi je m'attendais en lisant l'étude à avoir un coût supérieur au niveau de l'ajout de nitrate par le fait de la production de nitrate industriel que par le fait de remplacer des glucides par des lipides. C'est-à-dire qu'au final, ça leur coûte moins cher de produire un nitrate industriel que d'acheter une semence et de la cultiver et d'avoir une perte économique derrière. C'est un procédé industriel qui n'est pas très coûteux, donc c'est finalement pas si coûteux que ça, alors que produire des matières végétales riches en lipides insaturés, ça va représenter un coût parce que on va faire appel à des espèces dont les rendements sont moindres, encore une fois, que des grandes cultures classiques. Et donc, ça va représenter un manque à gagner pour l'agriculteur et du coup un coût à compenser. Parce que 11 € pour la vache laitière pour l'ajout de nitrate, c'est quand même un coût qui n'est pas excessif, qui peut soit être facilement comblé par l'agriculteur lui-même s'il décide de mettre en place cette pratique, soit comblé par l'Union européenne ou bien comblé par l'augmentation des prix. Ce n'est pas quelque chose qui paraît aberrant et impossible à faire. Oui, oui. Alors après, il peut y avoir un petit souci d'acceptabilité sociale d'une mesure comme ça, parce que c'est, on donne à consommer à l'animal. Alors, le nitrate, c'est un anion qui existe naturellement, hein, mais on modifie la ration dans un sens qui ne va pas vers plus de naturalité. Ensuite, on observe que la première pratique qui, comme dans les cultures, a un coût négatif, c'est réduire la teneur en MAT. Donc, 11 € d'économiser. Qu'est-ce qui fait que ce n'était pas autant répandu qu'aujourd'hui ou que ce qu'on... Oui, c'est lié au fait, et là on retrouve un petit peu les mêmes idées que ce dont on a parlé à propos de la fertilisation azotée des cultures. C'est un coût négatif parce que c'est des économies d'intrants, et dans les rations animales, les protéines, c'est ce qui coûte cher. Et du coup, le fait de mieux ajuster l'apport en protéines dans les rations animales représente une économie non négligeable pour l'agriculteur, et du coup, on trouve ce coût négatif. Ensuite, pour les porcs, donc les deux pratiques qu'on avait, donc en alimentation biphase, en alimentation multiphase, le fait d'utiliser des acides aminés industriels à la place du tourteau de soja, ça représente une économie qui est quand même vraiment conséquente. C'est-à-dire que moins 50 € par animal, pour les deux, ça va extrêmement vite de faire une économie concrète sur notre exploitation, et ça permet et à la fois de réduire et d'avoir un meilleur résultat d'exploitation. Donc pourquoi ne pas le mettre? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été encore très répandu? Les données récentes qu'on a montrent que ça se met effectivement de plus en plus en place.
parce qu'effectivement, les éleveurs ont intérêt à le faire. Donc il y a un intérêt environnemental, climatique, mais il y a aussi un intérêt économique parce que, oui, encore une fois, l'azote, c'est une ressource qui coûte quand même assez cher. Et les protéines dans les rations animales, c'est coûteux. Et donc, en passant à du biphase et à du multiphase, on va tellement mieux ajuster les apports aux besoins physiologiques des animaux qu'on va faire beaucoup d'économies sur les quantités. Et donc, c'est ça qui est à l'origine de ce... Sans risquer de perdre en rendement, en volume. Non, parce que si c'est fait avec beaucoup de technicité, et effectivement, il faut de la technicité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on n'est pas loin de l'élevage de précision. Tout ça peut se faire sans réduire la performance des animaux. Parce que est-ce qu'il est possible que toutes ces pratiques où on influence grandement l'alimentation, purement l'alimentation, est-ce qu'il est possible de mettre en place sur un système uniquement en herbagé, par exemple, sur des vaches uniquement en prairie ou sur des porcs, alors il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais des porcs en plein air, par exemple? C'est pour cette raison que certaines des mesures qu'on a évoquées à propos des vaches laitières, par exemple l'ajout de nitrate dans les rations, ça n'est possible que quand les animaux sont en bâtiment. Et c'est pour ça que l'assiette ne correspond pas à la totalité du troupeau. Parce qu'il y a des élevages, des systèmes d'élevage ou des périodes pendant l'année pendant lesquelles ce n'est pas possible. Et donc, c'est ce qui réduit un petit peu l'assiette de ces mesures-là aussi. C'est un petit peu la faisabilité de la mesure, quoi. Donc ensuite, comme pour la première partie, on va avoir un graphique qui représente le coût de la mise en place de ces pratiques à l'échelle nationale. Et donc là, on observe une pratique qui est vraiment visible, c'est le fait de substituer des glycides insaturés dans les rations. Ça s'explique énormément par le coût, on l'a dit, 109 pour les vaches laitières, 60 pour les autres animaux. Un coût de 650 millions d'euros. C'est le seul coût qui est aussi élevé dans toutes les pratiques. Derrière l'ajout de nitrate, c'est à peine 50 millions. Réduire la teneur en MAT, c'est des coûts qui sont négatifs. Et l'utilisation d'acides aminés, c'est encore une fois des coûts négatifs. Le fait de substituer les glucides par les lipides, il faudrait du coup absolument que ce soit aidé par le processus de la politique agricole commune. Bon, il y a une mesure efficace qui peut concerner un grand nombre d'animaux, cette substitution des glucides par des lipides insaturés dans la ration pour les ruminants, mais c'est une mesure coûteuse parce que ces aliments riches en lipides insaturés, ils sont coûteux à produire. Donc, c'est peut-être pas le levier à préconiser en priorité, quoi, du fait de son coût important. Parce qu'on l'a dit, elle a un coût très important, mais quand même, de l'autre côté, c'est aussi elle qui permet d'atténuer le plus, avec 1,3 million. Donc c'est quand même, on peut aussi se dire, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'influencer les agriculteurs avec des aides pour permettre de la mettre en place et de... Oui, mais ça va coûter cher. Ouais, c'est ça. Après, on peut aussi raisonner en lien avec notre alimentation, la part des produits animaux dans notre alimentation. On peut aussi revoir un peu à la baisse les effectifs animaux. Il ne s'agit pas de supprimer l'élevage, mais... de réduire la taille des troupeaux. Voilà. Et l'autre chose qu'on peut dire par rapport à cette pratique, substituer les glucides par des lipides insaturés dans la ration des ruminants, c'est aussi une mesure qui n'a pas tellement de co-bénéfices. Contrairement à ce dont on a parlé avant, la maîtrise de la fertilisation azotée, si on progresse sur cette maîtrise de la fertilisation azotée, on émet moins de gaz à effet de serre, mais on a aussi moins de pollution de l'eau, moins de pollution de l'air. Là, dans le cas de la réduction des émissions de méthane par les ruminants, par cet effet sur l'alimentation, on peut réduire les émissions de CH4, mais c'est tout, quoi. C'est le seul avantage de cette mesure. Et elle est assez coûteuse. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'arguments pour en faire une mesure phare
de réduction des émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Donc, en globalité, sur toutes ces pratiques, le coût total sera de 625 millions d'euros. Donc, très honnêtement, quand on compare avec le budget total de la PAC qui est de 9,1 milliard, c'est pas forcément 625 millions d'euros qui vont poser problème, mais ça reste un coût, ne serait-ce que pour l'agriculteur dans un premier temps, et par la suite pour l'Union européenne si elle choisit d'influencer ces pratiques. Donc pour récapituler un petit peu toutes les vidéos qui ont été pour le moment faites, que ce soit le stockage ou l'atténuation, j'aimerais revenir sur quelques chiffres. Par exemple, le fait que le stockage total représentait 5 millions de tonnes de carbone stocké. Le potentiel lié aux cultures, c'était donc 10 millions, on l'a dit. Et le total de potentiel d'atténuation de l'élevage, c'est 3,5 millions. À eux tous, avec toutes ces pratiques, l'impact total de carbone atténué chaque année serait de 18,3 millions de tonnes de carbone économisées chaque année, soit 22% des émissions totales en moins chaque année, des émissions totales de l'agriculture. Pour un coût qui serait donc en globalité, grâce aux coûts négatifs notamment des cultures, un coût global de 2,7 milliards d'euros. Et on remarque quand même que ces 2,7 milliards d'euros, ce n'est pas une dépense excessive pour permettre d'atténuer 22% des émissions de l'agriculture. C'est quand même quelque chose qui pourrait être extrêmement encouragé et c'est totalement faisable que la politique agricole commune se tourne à 100% vers là. C'est intéressant de rapprocher ces différents chiffres, hein, même s'il faudrait le faire prudemment. Quand on compare les chiffres stockage additionnel de carbone, atténuation des émissions, donc principalement de N2O en production végétale, et puis atténuation principalement CH4 en élevage. Le chiffre le plus élevé, c'est l'atténuation en production végétale. Bon, on retrouve le poids du N2O lié à son pouvoir de réchauffement important. On retrouve le fait que le N2O, c'est plus de la moitié des émissions agricoles quand on les exprime en CO2 équivalent. Donc, ce n'est pas étonnant que de voir ressortir l'importance de ce levier atténuation en production végétale, surtout via la maîtrise de la fertilisation azotée. Mais après, il y a le stockage additionnel de carbone dans les sols. Oui, c'est un levier intéressant, important. Alors, on avait vu que c'était surtout des mesures qui coûtaient à l'agriculteur, mais à un coût quand même relativement modéré. Enfin, voilà. Non, là aussi, c'était les pratiques qui entraînaient un manque à gagner pour l'agriculteur parce qu'il y avait une emprise foncière, parce que là où on met des rangées d'arbres, forcément, on perd, entre guillemets, de la surface pour la culture principale, donc il y a un manque à gagner. Voilà. Et puis, ce qui arrive un peu derrière, c'est effectivement le potentiel d'atténuation en élevage qui est plutôt un peu moins important et puis un peu plus coûteux. Bon, avec quand même le levier méthanisation. Vous avez déjà eu des retours par rapport à ce que les personnes qui créent les politiques publiques agricoles en pensent de la plupart de ces pratiques? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables? Est-ce qu'ils sont réticents? Est-ce qu'ils ont de la pression de l'autre côté par des groupes agroalimentaires ou des groupes de produits chimiques? Non, il y a quand même une perception favorable. Alors, beaucoup les mesures carbone, bon, parce que les mesures visant à stocker du carbone, elles ont beaucoup de co-bénéfices. Je sais pas, les haies, l'agroforesterie, les cultures intermédiaires. C'est intéressant pour stocker du carbone, mais c'est aussi intéressant du point de vue de la préservation des habitats, pour la biodiversité, la prévention de l'érosion, et il y a une bonne perception par le public de ces mesures-là.
Les mesures relatives à la maîtrise de l'azote, bon, elles vont aussi dans le bon sens, elles sont moins spontanément évoquées. Il y a des débats, il y en a eu récemment là, dans le cadre de la loi climat et de la Convention citoyenne. Faut-il aller vers une taxation des engrais azotés pour décourager un peu l'usage des engrais azotés de synthèse? Alors que ce n'est pas forcément ce qui rendra la chose. Enfin, c'est-à-dire que ça ne va pas gêner les personnes qui produisent ces engrais de synthèse, ça va juste gêner les agriculteurs qui s'en servaient jusqu'à maintenant. Mais on peut imaginer qu'une taxe sur les engrais azotés, que le produit de cette taxe revienne à l'agriculture pour favoriser des mesures vertueuses, pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus pour l'agriculteur, mais simplement un système qui oriente vers moins d'utilisation d'engrais de synthèse et plus d'utilisation de pratiques alternatives. On pourrait imaginer par exemple qu'une taxe sur les engrais azotés de synthèse vienne subventionner les cultures de légumineuses. Donc quand on regarde le pourcentage de carbone atténué chaque année, qui est de 22% en moins pour les émissions de l'agriculture, qu'est-ce qu'on en pense de ce 22%? Est-ce que c'est suffisant quand on regarde les objectifs, ou bien est-ce que c'est au contraire très peu? C'est quand même déjà important. Mais si on compare ça à ce que sont les objectifs de la stratégie nationale bas carbone de la France, le compte n'y est pas, puisque l'objectif de cette stratégie nationale bas carbone, c'est d'atteindre la neutralité carbone pour la France en 2050. Pour y arriver, il faut diviser par 6 nos émissions dans l'ensemble des secteurs de l'économie, mais les pouvoirs publics reconnaissent que dans le secteur agricole, il y a des émissions incompressibles, comme celles des ruminants, par exemple, et donc l'effort demandé à l'agriculture, il est moindre que dans les autres secteurs de l'économie. Ce qui est demandé, c'est de diviser par 2, donc moins 50%, et donc là, avec notre moins 22, c'est déjà beaucoup, mais c'est un peu moins de la moitié de l'effort de réduction qui est demandé d'ici 2050. Et comment on fait? Quelles sont les pistes creusées pour pouvoir atteindre ces 25% environ qui nous manquent? Alors là, les mesures dont on a parlé depuis le début, ce sont des mesures assez techniques, d'ajustement des apports d'engrais, des rations animales, développement de pratiques favorables au stockage de carbone, mais à système agricole constant, on va dire. Et donc, si on veut aller plus loin en termes de réduction des émissions, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se contenter d'ajustement des pratiques, mais d'aller vers des modifications de systèmes. Par exemple, réassocier davantage la production végétale et la production animale pour favoriser le bouclage du cycle de l'azote, un usage fortement réduit des engrais azotés de synthèse, favoriser le stockage de carbone. Donc là, ce sont des mesures plus systémiques qu'il faudra mettre en œuvre. Limiter également aussi, je suppose, par exemple, l'apport d'alimentation venant de l'extérieur. Oui, tout à fait. Oui. Le déplacement d'animaux vers des abattoirs en Italie ou vers des centres d'engraissement en Italie, donc etc. Rechercher beaucoup plus une autonomie des systèmes agricoles avec moins d'intrants importés. Et comme on le disait dans la première vidéo, ça permettrait aussi d'avoir un cercle vertueux beaucoup plus complet et beaucoup plus, qui s'autosuffit en fait à compenser ces émissions d'un côté et ce qui fait de bien pour le climat de l'autre côté en fait. Voilà, tout à fait. Donc à la suite de toutes ces vidéos, on retient plusieurs choses, notamment le fait qu'il est possible de faire énormément de pratiques différentes pour permettre d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau des cultures pour atténuer les émissions de protoxyde d'azote ou bien au niveau de l'élevage pour atténuer le méthane.
mais aussi augmenter les capacités des sols à stocker du carbone. Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place et qu'il est possible de mettre en place. Ce sont des choses qui doivent être en partie aidées et subventionnées par l'Union européenne. Pour cette vidéo, j'aimerais remercier l'école du 7e art une fois encore qui nous a accueillis. J'aimerais remercier aussi toutes les personnes qui nous entourent lors de la préparation en amont et en aval de la vidéo. Et j'aimerais vous remercier, vous, Monsieur Pellerin. Merci d'être venu. C'était le deuxième tournage qu'on fait ensemble. C'était un réel plaisir, un échange constructif. Et j'espère que les personnes qui nous ont regardés ont été intéressées par nos explications. Donc merci à vous. Merci à vous.